Le samedi, je reçois un coup de fil, du directeur de l'agence régionale de la santé Paris-Île-de-France, donc le directeur régional quoi, pas plus haut. Le matin, que je connaissais déjà, hein, il me dit: «Corinne, heu, c'est l'épidémie, il y a le camp d'Aubervilliers qui est encore là, il y a 700 personnes, on n'a personne pour intervenir parce qu'il y a plus personne sur le terrain. Est-ce que vous pensez qu'MSF pourra intervenir pour nous aider, dans le cadre, voilà, du déploiement, de la mise à l'abri d'urgence de ces 700 personnes?» Nos filters. Corinne Thor. Corinne, c'est l'épidémie. On s'est retrouvés sur 6 ou 7 lieux d'hébergement différents, si tu veux, où ça nous a permis déjà de voir quels étaient les lieux d'hébergement d'urgence. Donc gymnase en particulier et hôtel, et qu'on avait quasiment rien pour intervenir. Il y avait quand même 700 personnes. Officiellement, tu te dis: «On nous demande d'intervenir et puis de faire du pré-diagnostic Covid». Tu as intérêt à avoir des tests pour pouvoir, faire des prélèvements si jamais, tu as des cas suspects, et puis tu as intérêt à avoir tout ce qu'il faut pour protéger tes équipes, quoi, hein, là, on avait que dalle, quoi. En gros, on avait, 3 tests ou 5 tests, je crois. On a fait 400 consultations. Heu, les masques, c'était pas l'ARS qui nous les avait donnés, hein, c'était, nos masques. On a fait beaucoup de sensibilisation auprès des opérateurs, tu vois, auprès du personnel. On a donné beaucoup de conseils, d'hygiène, de comment ils pouvaient, essayer d'isoler des personnes, et c'est tout ce travail, finalement, que l'on a fait. C'est-à-dire qu'on est intervenu à partir du démantèlement sur, tous les centres d'hébergement d'urgence qui nous avaient contactés en soutien et du personnel des enfin des opérateurs et du public, évidemment. Mais finalement, tu vois, pour nos MNA, donc on n'a rien obtenu et ça, c'est affligeant. Tu vois, en période Covid, des gamins en hébergement d'urgence dans des hôtels, tu leur dis, du jour au lendemain: «Tu bouges plus, t'as plus de cours de français, t'as plus d'associations qui viennent t'aider, tu vas pas faire le con dehors là, à jouer au foot, tu restes dans ta chambre». Ça a été chaud patate. Moi, j'ai entendu des trucs, un peu bizarres. Oui, mais bon, ils sont à l'abri. Mmh. Ouais, ouais. Ils sont à l'abri, oui, mais enfin, il faut un accompagnement, quoi. Ils vont péter un câble, les mômes. Donc, du coup, si tu veux, on a retravaillé tout le dispositif. Il y a des assos médicales qui travaillent avec beaucoup de bénévoles et qui se sont retrouvés en super difficulté, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus aucun bénévole sur le terrain. Donc, plus d'acteurs médicaux sur le terrain. On a été les seuls à Paris à être sur le terrain en intervention Covid, mais aussi pour maintenir nos jeunes, quoi. Et nos jeunes, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé une équipe mobile et on est allé vers les jeunes, dans les centres d'hébergement d'urgence. Donc tous les jours, on y allait et tous les jours, on les accompagnait. À Marseille, à Bordeaux et à Montpellier, ça a été, pareil, des réseaux de bénévoles qui se sont mobilisés pour nous aider, quoi. On a eu des gamins qui sont tombés malades aussi. Donc comment gérer, tu vois, comment sortir ces gamins d'une chambre où ils étaient 2 et leur trouver une autre chambre pour les isoler, ou les envoyer dans des centres Covid là, les fameux centres de desserrement qui sont les centres pour, les précaires, donc ceux qui n'ont pas d'abri et qui doivent être isolés pendant 14 jours. Et là, on a été confrontés à la même réalité habituelle de leur statut. Mais ils sont mineurs ou ils sont majeurs? Ah bah, il y a pas de centre, hein, pour les mineurs, centre Covid pour les mineurs. Et là, tu as juste envie de leur claquer le beignet, quoi. Tu vois, tu dis: «Mais attendez là, on est en pandémie là.
Vous savez ça, la pandémie. Donc normalement, d'ailleurs, ces gamins-là, ils devraient être pris en charge par vous, l'État, là. Aujourd'hui, il y a de nouveau un campement de 400 personnes sous le pont d'Aubervilliers. Et on est toujours quand même en surveillance sanitaire, quoi. Ils ont déjà remis du monde dehors. 400 personnes, il n'y a personne pour aller faire des consultations médicales, donc on va y aller. Mais comment est-ce qu'on peut faire ça aujourd'hui? Bah, ok, on déconfine tout le monde, donc t'as l'immigration qui repart, là, ça y est, hop, on met tout le monde dehors. Et nous, on avait demandé, est-ce qu'il y a des centres de desserrement qui soient maintenus, si tu veux, pendant au moins 3 mois, pour que ces personnes qui vont se retrouver à la rue, qu'on n'ait pas des difficultés, si jamais il y a des cas suspects ou des cas avérés, à les faire prendre en charge. Parce que là, sinon, on va repartir dans le système classique. Ah bah non, c'est des migrants, ils n'ont pas accès au... Tu vois. En fait, c'est exaspérant parce que je pense qu'il y a de bonnes choses qui ont été faites, si tu veux, mais le problème de fond reste le même. C'est-à-dire que, effectivement, ces précaires ont été logés à cause du risque de la pandémie, enfin, à cause d'un risque potentiel de tomber malade et de continuer. Qu'on n'a pas arrêté d'expliquer que ces gens-là, pour la plupart, n'avaient pas été diagnostiqués, parce qu'ils ne voulaient pas parler de leurs symptômes, parce qu'ils craignaient d'être envoyés en prison, ou d'être envoyés ailleurs, de parvenir, d'être séparés de leurs copains, et que ça s'entend, ça. Et que, il va peut-être y avoir un risque maintenant, quoi, parce qu'on va les remettre dehors, là. Peut-être qu'on va avoir des cas suspects, peut-être qu'on va avoir des cas positifs, on ne sait pas ce qu'on va en faire, puisqu'on est reparti sur une politique migratoire, avant d'être une politique sanitaire, quoi. Dans le prochain épisode. L'ARS n'était pas au courant de ça, tu vois. Je lui dis, vous vous débrouillez comme vous voulez, hein, mais vous avez 2 options. Vous ramenez tout son traitement, là, avant la fin de la journée, ou sinon, on le renvoie au CRA de Vincennes, hein.